Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h tout pile, on va pouvoir commencer. Je vous propose, pour débuter ce conseil municipal, avant le conseil municipal, je vais vous proposer une minute de silence pour deux décès qui nous ont touchés fortement. Le décès de Mme Gallet, évidemment, et puis pour M. Fauvel aussi, journaliste, qui a beaucoup œuvré aussi pour le LUD et pour notre conseil municipal, puisqu'il venait aussi à une époque. Voilà, donc je vais vous proposer une minute de silence. On va se lever en leur honneur. Merci. Alors, pour débuter ce conseil municipal, comme d'habitude, je vais faire l'appel. Vous êtes prêts? N'oubliez pas, donc, juste un petit rappel, lorsque vous voulez parler, il faut appuyer sur le micro pour l'enregistrement. Alors, Jackie Dessert, je ne l'ai pas vu arriver, il ne va pas tarder. Laurence Hutereau est absente et a donné pouvoir à Madame Bourrel. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mahmoud Benkachou. Présent. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean de Nicolaï. Présent. William Derouet. Présent. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Sérin, je ne l'ai pas vu. Jean Le Gallet. Présent. Philippe Legrand. Présent. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à M. Champy. Michel Néron. Pascal Renoux. Oui. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Patrice de Guhunten est absent et a donné pouvoir à Mme Breton. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Très bien, je vais vous passer l'émargement, ils doivent être en train de tourner. Oui. Très bien. Alors, pour ce conseil municipal, j'ai donc besoin d'un ou d'une secrétaire. Le dernier secrétaire de séance était Monsieur Néron. C'est ça, Monsieur Néron, c'était bien vous? Donc, qui va être volontaire ce soir avant que je le nomme comme secrétaire de séance? Une jeune femme, ce serait bien. Qui se propose? Quelqu'un qui serait assez dispo pour signer des trucs rapidement. Ça serait bien. Donc soit retraité ou un adjoint. Alors Françoise, tu veux bien? Ah non, c'était Anaïs. Ben, moi, j'ai sur le procès verbal Monsieur Néron. Et Anaïs ensuite. Ah oui, ils étaient deux, puisque Monsieur Néron n'avait pas voulu faire les deux. Je me rappelle, très bien. Donc, on va prendre du coup un homme alors. Monsieur Ami, parfait, merci beaucoup. Donc, c'est Monsieur Ami, secrétaire. Et là, c'est vraiment du volontariat, il m'a fait comme ça. Donc, alors, le secrétaire de séance est nommé. Donc, je voulais faire un point sur les procès-verbaux. Donc, de la séance du 27 février, comme vous avez vu, il y en a deux. Une partie sur le débat d'orientation budgétaire et la partie sur le conseil municipal. Est-ce que vous aviez des commentaires ou des modifications à faire sur ces procès-verbaux? J'ai un commentaire. Sur le procès-verbal, il n'y a que le nombre de votants, page 5. Toutes les autres, sur 13 pages, il n'y a pas le nombre de votants. Contre, abstention, pour... Ah si, à l'unanimité. Oula, attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, parce que c'était voté à l'unanimité, donc en fait... Je me tais. Il n'y a pas le nombre de votants. Si, il y a des endroits où il n'y a pas. Si, il y a des endroits où il n'y a pas. Alors, c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Page 12, par exemple. Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Oui, c'est le Page, deuxième. page 12.
page 11, qui ne sont pas l'unanimité, qui ne sont pas notés. C'est exact. Bon, eh bien, écoutez, on devra le revoir. Ce n'est pas bien du tout. Sur le premier, pas de souci, on peut le valider, le premier. Donc, je vous propose de passer aux voix, en tout cas, le premier compte-rendu sur le ROB. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et sur le deuxième procès-verbal, ben, écoutez, on va le corriger, on le représentera au prochain conseil municipal. Parfait. Du coup, l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc nous avons en affaires générales la convention cadre entre la ville du Lude et l'association culturelle et de loisirs Le Ronsard, la mise en place d'une capsule temporelle. En affaires financières, donc nous avons tous les votes des différents comptes. Donc là, je vais passer la parole à l'adjointe aux finances. Je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Et puis en ressources humaines, nous avons l'ouverture et fermeture de postes. Nous avons en urbanisme le périmètre de sauvegarde du commerce, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, des numérotations de parcelles et puis des informations diverses. Je vais passer aux voix à l'ordre du jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, nous allons commencer par les affaires générales. Donc, c'est la convention cadre entre la ville du Lude et l'association culturelle et de loisirs Le Ronsard. Je rappelle que nous avons travaillé depuis 1 an pour la création d'une association qui s'appelle donc Le Ronsard. Le président de cette association est dans le public d'ailleurs et je le salue. Donc cette association est existante aujourd'hui et donc nous vous proposons en tout cas la convention cadre entre la ville du Lude et l'association culturelle de loisirs. Je rappelle que cette association culturelle a déjà repris toutes les activités socio-culturelles et que petit à petit elle va reprendre les activités culturelles de la ville, en association évidemment avec la ville. Donc c'est une convention qui est conclue pour une durée de 3 ans et donc qui vous est soumise. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à cette convention cadre? Non? Je vous propose de la passer aux voix du coup. Ah si, Monsieur Frison? Oui, il semblerait qu'il y ait moins d'activités qu'il n'y en avait avant avec la MJC. Ah, alors ça, il faudra poser la question directement à l'association, parce que nous, on n'est pas responsable du nombre d'animations socio-culturelles. C'est une association loi 1901. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il faudrait demander directement au président, il vous donnera, je pense, l'ensemble des chiffres. Bien, je vous propose de passer cette convention cadre s'il n'y a pas de questions aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la mise en place d'une capsule temporelle. Donc, l'objectif n'est pas que les conseillers municipaux et le maire partent sur la Lune, même si la mission Artemis va bientôt arriver, mais nous n'avons pas été choisis. La capsule temporelle, c'est une œuvre, en fait, de sauvegarde collective de biens et d'informations comme témoignage destiné aux générations futures. Et c'est une proposition de notre conseil municipal jeune. Il souhaiterait donc créer cette capsule temporelle, l'enterrer lors de l'inauguration de l'aménagement des bords du Loir le 6 mai prochain. Avez-vous des questions par rapport à ça? Donc évidemment, ils vont aller rechercher des éléments d'aujourd'hui que peut-être dans nos générations futures, dans 20 ans ou 30 ans, ils ouvriront et découvriront. Nous, on aurait pu mettre, à mon âge, un Walkman. Aujourd'hui, les jeunes se seraient bien demandé ce que c'est. Mais peut-être que dans 20 ans, ce sera pareil pour, je ne sais pas, nos téléphones portables, peut-être, puisqu'on aura tout sur nos lunettes. Voilà. Donc, du coup, l'objectif, c'est de l'ouvrir en 2043. Nous serons évidemment tous là. Monsieur Frison, on ne sait jamais. Écoutez. En tout cas, on espère. Pas de questions particulières, je vous propose... Oui, Pascal. Est-ce que la capsule sera transparente? Parce que le but aussi, c'est de voir ce qui a été mis dedans, non? Comme elle est enterrée, à part les vers de terre, qui verra... Non, c'est enterré dans le sol. Donc, en effet, c'est pas transparent. Capsule, En fait, ça s'appelle comme ça. En fait. Bien. C'est un peu dommage, parce qu'on va mettre C'est un peu dommage, parce qu'on va mettre des objets, on va mettre des trucs qui ont appartenu peut-être à Candia, un truc comme ça, et de ne pas les voir. Moi, je trouve ça que ça aurait pu faire un peu exposition, une capsule d'exposition, juste une capsule vitrée, quoi. Alors, ça peut être...
Ça peut être un projet qui est proposé par le conseil municipal adulte, mais là, le projet qui est proposé par le conseil municipal jeune, c'est de l'enterrer et de le déterrer en 2043. Voilà. Mais pourquoi pas, dans l'aménagement du futur site de Candia, avoir une capsule extérieure, pourquoi pas. Après, il faut se poser la question de la sécurité de la capsule, mais voilà. Mais bon. Bon, bah, écoutez, je vous propose en tout cas de passer aux voix ce projet du conseil municipal jeune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on va passer donc aux affaires financières et je vais passer la parole à Madame Bourrel. Alors, nous allons commencer par l'approbation des comptes de gestion 2022. Donc, je vous propose, c'est que je vais vous lire le projet de délibération et ensuite, on va voter les budgets les uns derrière les autres. Donc, je vous rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable et de l'ordonnateur. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Considérant les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, nous allons pouvoir approuver les comptes de gestion. Donc nous allons commencer par le budget du camping. Donc en investissement, les dépenses liquidées à hauteur de 66 964,53. Ah oui, si vous voulez aussi des supports, vous avez les documents qui vous ont été joints dans un tableau avec des couleurs. Voilà, je vous le précise. Donc en investissement, les dépenses liquidées à hauteur de 66 964,53 et les recettes liquidées à hauteur de 57 713,99 dégagent un déficit de 9 250,54 €. Grâce à l'excédent reporté de 2021, la section d'investissement du budget camping clôture avec un excédent de 122 539,95 €. En fonctionnement, les dépenses liquidées à hauteur de 187 908,20 et les recettes propres aux services constatés à 172 489,47 font ressortir un déficit de 15 418,73 €. La trésorerie nous ayant fait faire des écritures tardivement, la subvention d'équilibre a été faite pour un montant de 15 320,79, soit un déficit de fonctionnement de 97,94 €. Donc on précise les modifications parce qu'en commission finance, on n'avait pas ces résultats définitifs. Donc je vous précise aussi que les recettes 2022 sont en augmentation de 18% par rapport à 2021 et qu'elles sont même supérieures aux recettes d'avant Covid. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe au budget Ronsard. Donc, en fonctionnement, les dépenses liquidées à hauteur de 177 745,16 et les recettes propres aux services constatées à 32 444,13 font ressortir un déficit de 145 301,03 €, auquel s'ajoute un reste à réaliser 2022 et des écritures pareilles, tardives, demandées par la trésorerie, ce qui a nécessité une subvention d'équilibre d'un montant de 157 510,89 €. Les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 107 156,95, dont 36 188 de remplacement de menuiserie et les recettes correspondant principalement aux écritures d'amortissement dégagent un excédent de 57 064,18 €. Donc voilà pour le budget Ronsard. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on passe au budget d'assainissement. Donc, les dépenses de fonctionnement liquidées en 2022 s'élèvent à 491 165,64 € et les recettes à 383 107,38 €, ce qui fait ressortir un déficit de 108 058,26 €. Et en investissement, l'excédent reporté s'élève à 403 214,28 €. Avez-vous des questions par rapport au budget d'assainissement? Oui. Une remarque. La nécessité que la commune investisse avant que la communauté de communes n'en prenne la compétence. Oui. Parce que sinon, cet argent partira dans la communauté de communes. Oui, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça que vous avez un déficit d'exploitation et que vous avez aussi des dépenses d'investissement importantes, puisqu'on commence, comme vous le savez, à faire des... Enfin, on a fait des travaux avant, mais là, on continue à faire des travaux et il va y avoir 2 gros travaux en 2023-2024 qui vont gréver, vous verrez, l'investissement l'année prochaine, puisqu'on va utiliser cet argent qu'on a de côté pour faire pas mal de travaux. Tout à fait. D'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le budget de l'eau. Donc les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 107 482,59 €. Elles correspondent aux amortissements. Il n'y a plus d'emprunt sur le budget de l'eau. La dernière échéance a été payée en janvier 2019. Les dépenses et recettes constatées en investissement portent principalement sur les dotations aux amortissements. Les dépenses spécifiques au service sont les frais liés au compteur télérelève de Dissé. Avez-vous des questions sur le budget d'eau? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là aussi, les sommes sont importantes, comme vous avez pu le voir. Et donc, dans le cadre de nos travaux pour l'assainissement, on travaille aussi sur les conduites d'eau, évidemment. Donc ensuite, on passe au budget. Donc on va prendre en compte les 2 budgets, budget lotissement du LUD et la Croix-Blanche. Donc pour les budgets des lotissements, il n'y a pas d'observation particulière. Sur les 2 lotissements, seules des opérations d'ordre comptable portent sur des variations de stock ou d'encours de production de biens ont été constatées. Donc en fait, il n'y a pas de montant. Donc qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, on passe au budget principal. Alors, les dépenses de fonctionnement 2022 s'élèvent à 6 254 916,20, soit une augmentation d'environ 22% par rapport à 2021, ce qui s'explique principalement par des écritures d'opérations d'ordre liées aux cessions de biens en 2022 et équilibrées avec les recettes. Donc les recettes du coût de fonctionnement 2022 sont de 7 278 905,81, soit une augmentation de plus de 800 000 par rapport à 2021, dont 760 000 de recettes suite aux cessions de biens. En investissement, les opérations engagées et réalisées en 2022 s'élèvent à 2 415 658,51 €, ce qui représente 73% environ de la prévision, ce qui est plutôt pas mal. Et les recettes d'investissement, toutes confondues, donc les opérations d'ordre, les subventions, les emprunts, s'élèvent à 2 895 903,96 €. Donc voilà pour le budget principal. Avez-vous des questions ou des compléments? Donc vous avez pu constater l'excédent aujourd'hui du budget de la commune, qui est un excédent qui est là présent pour nous permettre de faire l'ensemble des travaux, un excédent que nous avions en arrivant et que nous avons conforté, qui est même plus important aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir mener à bien les gros travaux de revitalisation et de voirie en particulier qu'on a prévus. Et donc, on a aussi un excédent d'investissement. Donc, c'est un budget aujourd'hui en excédent. Il faut aussi anticiper, et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, anticiper les augmentations potentielles de fluides que nous pouvons avoir en 2023, puisqu'aujourd'hui,
Nous avons un contrat, donc suite à un appel d'offres intercommunal, avec des montants en fait de fluides qui n'ont pas évolué. Donc c'est plutôt bien pour nous, mais sauf que lorsque ce contrat arrivera à échéance, je crains évidemment que les montants soient plus importants et donc nous aurons sans doute des dépenses de fonctionnement plus importantes par rapport à l'ensemble de nos budgets. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le fait que nous avons vendu un certain nombre de bâtiments et je tiens ici à le dire parce que j'ai entendu de la part de certains habitants que la mairie, la commune du Lude achetait beaucoup, mais en fait, il faut aussi regarder en retour ce que l'on vend. Voilà. Et donc, nous avons vendu Vaux-Naval, par exemple, qui était un site qui nous coûtait beaucoup en fluide et donc qui va nous permettre de faire des économies de fonctionnement. Et nous avons vendu aussi d'autres bâtiments qui nous permettent aujourd'hui de dégager un excédent important. L'objectif pour nous est toujours le même, c'est-à-dire de vendre des bâtiments à nos entreprises, à nos commerçants, pour pouvoir installer de l'activité économique, de racheter des bâtiments qui potentiellement ne seront pas restaurés ou sont en très mauvais état pour pouvoir les restaurer et ensuite les remettre en vente. L'objectif de la commune n'étant pas d'avoir un patrimoine important, c'est plutôt d'aider à la restauration de notre commune donc, et à sa revitalisation. Voilà. Donc je tenais à le préciser et à remercier aussi l'ensemble des agents de la commune qui font attention tous les jours en termes de fluide et qui permettent aussi d'avoir ces excédents de fonctionnement, en tout cas en limitant l'augmentation de nos charges. Je rappelle qu'on a aussi une augmentation sur la masse salariale qui est une augmentation légale, qui passe par une augmentation du point d'indice, qui passe aussi par l'avancement de grade de l'ensemble de nos agents, et c'est tant mieux lorsqu'ils montent en compétences et montent en grade. Donc on a obligatoirement une montée en masse salariale. Ça ne veut pas dire qu'on a une montée en nombre d'agents, mais plutôt en masse salariale financière pour le paiement de l'ensemble de nos agents. Donc on va pouvoir passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc à ce moment-là, nous allons demander à Madame Latouche de sortir pour pouvoir passer au compte administratif. Donc, je vous propose donc de passer à l'approbation des comptes administratifs. Donc, pareil, je vais vous lire le premier paragraphe. Ensuite, on passera les budgets, les comptes administratifs à la suite. Donc, vu l'avis favorable de la Commission Finances, je vous propose d'approuver donc les comptes administratifs des budgets. Donc, on va commencer par le budget camping. Donc, en section d'investissement. Donc en recette 2022, nous avons eu 57 713,99. En dépenses 2022, 66 964,53. Il reste à réaliser en dépenses 2022 750,50 €. Il reste à réaliser en recette 2022 75 650. Donc du coup, comme vous avez sur le document, ce n'est pas un déficit, mais un excédent 2021 reporté pour 131 790,49. Il y a eu une petite erreur de frappe. Ce qui nous fait un résultat cumulé de 197 439,45 pour la section d'investissement. Ensuite, la section de fonctionnement. Donc en recette 2022, il y avait 187 810,26 et en dépenses 2022, 187 908,20. Ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2022 moins 97,94. Ce qui fait donc du coup un résultat cumulé de moins 97,94 et un résultat global 2022 de 197 341,51. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes administratifs ou on peut passer au vote? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on passe au budget, au compte administratif Ronsard. Pardon. Donc en section d'investissement, donc en recette 2022, il y avait 164 221,13.
En dépenses 2022, 107 156,95. Reste à réaliser en dépenses 2022, 3 291,04. Il n'y a pas de reste à réaliser de recettes en 2022. Donc, ce qui fait un résultat de l'exercice 2022 excédent pour 57 064,18. Un déficit 2021 reporté de 68 485,05 pour un résultat cumulé de moins 14 711,91. Dans la section de fonctionnement, donc en recette 2022, 192 490,05. En dépenses 2022, 177 745,16. Le résultat de l'exercice 2022 est excédent pour 14 744,89. Le résultat cumulé, donc 14 744,89, pour un résultat global 2022 de 32,98 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le compte administratif du budget assainissement. Donc, pour la section d'investissement, donc en recette 2022, 288 258,49. En dépenses 2022, 247 172,52. Reste à réaliser en dépenses 2022, 107 701,74. Il reste à réaliser en recettes 2022, 36 757. Résultat de l'exercice 2022 est en excédent pour 41 085,97. L'excédent reporté de 2021 est de 362 128,31, ce qui nous fait un résultat cumulé de 332 269,54 €. En section de fonctionnement, donc en redevance 2022, nous avons 383 107,38. En dépenses 2022, 491 165,64 €, ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2022 en déficit pour 108 058,26. L'excédent 2021 reporté de 250 809,38. Résultat cumulé positif de 142 751,12. Résultat global 2022, 475 020,66 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le budget de l'eau. Donc, en section d'investissement, donc en recettes, nous avons 107 482,26. En dépenses 2022, 39 939,05. En reste à réaliser en dépenses 2022, 4 993,68 €. Pas de reste à réaliser en recettes, ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2022 excédent pour 67 543,21 €. Excédent 2021 reporté de 339 112,60 €, ce qui nous fait un résultat cumulé de 401 662,13. Dans la section de fonctionnement, donc en recette 2022, 90 741,03. En dépenses 2022, 107 482,59 €, ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2022 en déficit pour 16 741,56. L'excédent reporté de 2021 est de 632 169,01. Le résultat cumulé est de 615 427,45 €. Oui. Donc, le résultat global 2022 est de 1 017 089,58 €. Donc, voilà pour le CA de l'eau. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui. La somme est importante et il faudra qu'on réfléchisse. On a des problèmes sur notre réseau. Il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire avec ça. Tout à fait. De manière sérieuse. Oui, c'est clair. Donc ensuite, le budget du lotissement Le Lude. Donc nous avons des dépenses 2022 pour 18 352,40, ce qui fait un résultat de l'exercice pour
18 352,40. Donc un résultat cumulé à moins 18 352,40. Et en section de fonctionnement, nous avons des recettes 2022 pour 37 345, ce qui fait donc un résultat de 37 345 et un résultat cumulé de 37 345. Donc au final, ça nous fait un résultat global 2022 pour le lotissement de 18 992,60 €. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le lotissement de la Croix-Blanche. Donc nous avons en section d'investissement des recettes 2022 pour 105 000 €, 198,02. Et en dépenses, donc 105 198,02. Donc on n'a pas de résultat cumulé. Et en section de fonctionnement, en recettes 2022, nous avons 105 198,02. En dépenses 2022, 120 428,80, ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2022 déficitaire de 15 230,78 €, ce qui nous fait un résultat global 2022 à moins 15 230,78. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, pour le compte administratif du budget principal. Donc en section d'investissement, donc en recettes 2022, nous avons 2 895 903,96. Dépenses 2022, 1 785 703,04. Donc en reste à réaliser en dépenses 2022, nous avons 1 201 192,48. En reste à réaliser en recettes 2022, 1 208 042,96, ce qui nous donne un résultat de l'exercice 2022 excédent pour 1 110 200,92. Le déficit reporté de 2021 est de 946 470,95 € pour un résultat cumulé de 170 580,45. Pour la section de fonctionnement, donc les recettes 2022, 6 505 858,40. Les dépenses 2022, 6 254 916,20. Le résultat de l'exercice 2022 donc, est excédent de 250 942,20. L'excédent 2021 reporté est de 1 787 625,18. Ce qui nous fait un résultat cumulé de 2 038 567,38 pour un résultat global 2022 à plus 2 209 147,83. Voilà pour le compte administratif du budget principal. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va vous faire passer les signatures de tous les comptes administratifs. Ils vont défiler. Et du coup, on peut demander à Madame Latouche de revenir pour l'affectation des résultats à suivre. Et n'oubliez pas les personnes qui ont procuration de signer aussi pour la personne absente. Donc, nous allons passer maintenant à l'affectation des résultats. Donc, je vous propose donc de voter à présent donc l'affectation des résultats de chaque budget. Donc, on va commencer toujours dans le même ordre, le budget camping. Donc, les résultats de la section de fonctionnement. Donc, le résultat déficit de... Alors, oui, il vous manque un petit montant au niveau de la section de fonctionnement. Les 97-94 n'ont pas été reportés dans le résultat qui est écrit en gras. Voilà, c'est juste un petit détail, mais voilà. Donc, le résultat est déficitaire de 97,94 €, c'est les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Et résultat section d'investissement, résultat excédent de 122 539,95. Donc, dans les restes à réaliser en recettes,
elles sont de 75 650 euros. En dépenses, elle est de 750,50 euros, ce qui nous fait un excédent de financement de 74 899,50. Donc l'affectation des résultats est la suivante. On va porter au 002 déficit de fonctionnement reporté 97,94 euros et porter au 001 en excédent d'investissement reporté 122 539,95 euros. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ensuite, l'affectation de résultats du budget Ronsard. Donc résultat section de fonctionnement. Donc le résultat est excédent pour 14 744,89. Le résultat de la section d'investissement, le résultat est déficitaire de 11 420,87. Les restes à réaliser en recettes, il n'y en a pas. Les restes à réaliser en dépenses sont de 3 291,04. Donc, ce qui nous fait un besoin de financement de 3 291,04 euros. Donc, l'affectation des résultats est la suivante. Donc, on va porter au 1068 l'affectation en réserve de 14 711,91 euros. Porter au 002 l'excédent de fonctionnement reporté, la somme de 32,98 euros. Et porter au 001 déficit d'investissement reporté, la somme de 11 420,87 euros. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, affectation des résultats du budget assainissement. Donc, la section d'investissement... non, il y a un truc qui ne va pas là. Fonctionnement d'abord. Pardon. Oui, désolé, j'ai pas pris la bonne page. C'est bizarre, je retombais sur mes tableaux de tout à l'heure, ça allait pas. Donc le résultat de section de fonctionnement. Donc le résultat excédent est de 142 751,12. Résultat des sections d'investissement. Donc résultat excédent de 403 214,28. Donc dans les restes à réaliser en recettes, il y a 36 757 euros. Dans les dépenses, il y a 107 701,74 euros, ce qui nous fait un besoin de financement de 70 944,74 euros. Donc l'affectation des résultats est la suivante. Donc nous allons porter au 002 en excédent de fonctionnement reporté la somme de 142 751,12 euros. Et porter au 001 en excédent d'investissement reporté la somme de 403 214,28 euros. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, au niveau des affectations des résultats du budget de l'eau. Donc, les résultats section de fonctionnement. Donc, résultat excédent de 615 427,45 euros. Les résultats de la section d'investissement, le résultat est excédent de 406 655,81 euros. Des restes à réaliser en recettes, il n'y en a pas. Et en dépenses, il y a 4 993,68 euros. Ce qui nous fait un besoin de financement de 4 993,68 euros. Donc l'affectation des résultats sera la suivante. Donc, on va porter au 002 excédent de fonctionnement reporté, donc 615 427,45 euros, et porter au 001 en excédent d'investissement reporté, 406 655,81 euros. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, concernant par contre les deux lotissements donc du LUD et de Dissé, donc je précise que nous n'avons pas à délibérer sur les résultats de ces budgets car ce sont des budgets spécifiques sans excédent ni déficit, mais avec des constatations de variation de stock. C'est ce qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure. Donc du coup, on n'a pas à voter. Donc on va passer au budget principal au niveau des affectations des résultats. Donc, en résultat de section de fonctionnement, donc pour l'année 2020, les résultats excédents sont de 2 038 567,38 euros.
Les résultats de section d'investissement, le résultat excédent de 163 729,97 €. Dans les restes à réaliser en recettes, nous avons 1 208 042,96 € et en dépenses, 1 201 192,48 €, soit un excédent de financement de 6 850,48 €. Donc l'affectation des résultats se fera de la façon suivante. Donc on va porter au 002 excédent de fonctionnement reporté 2 038 567,37 et porter au 001 en excédent d'investissement reporté 163 729,97 €. Voilà pour l'affectation des résultats du budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, tu peux prendre la parole. Je reprends après. Oui, Corinne. Excusez-moi. Alors, 2 points suivants. D'abord, le vote des subventions. Vous avez eu, bien évidemment, le tableau des subventions 2023. Donc, je précise qu'est inclus le versement d'une aide aux pompiers. On en avait parlé au dernier conseil municipal, rappelez-vous. Je vous avais demandé si vous souhaitiez verser une aide pour le groupe de pompiers qui intervient en Turquie dans le cadre donc du séisme, et donc vous aviez demandé positivement cette subvention, et donc on l'a intégrée au tableau des financements, et donc on a proposé 1 000 € d'aide. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau, en tout cas des subventions à nos associations? Non? Oui, Monsieur Frison. Pardon. Une remarque. L'OGEC 41 000, l'Amicale des écoles publiques 2 000 €. Alors, oui, la comparaison ne peut pas se faire puisque l'OGEC n'est pas une amicale. L'équivalent, en fait, en école privée, c'est l'APEL, l'association des parents d'élèves, qui est l'équivalent de l'amicale, et l'APEL ne reçoit pas de subvention. Donc, en fait, l'OGEC n'est pas une association de parents d'élèves, c'est le fonctionnement de l'école. Et si on veut faire une comparaison, je pourrais vous donner les montants aujourd'hui que la ville du Lude verse à nos écoles publiques pour le fonctionnement. Là, on n'est pas loin des 300 000 €. Voilà. C'est complètement différent. Il faut vraiment comparer les choses. Voilà. C'est une convention que nous avons votée et qui est versée pour l'ensemble des élèves qui est scolarisé dans les écoles privées. Voilà. Mais je pourrais vous donner le montant exact de financement des écoles publiques. D'autres questions? Non? Je vous propose de passer aux voix ce tableau des subventions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons évidemment, comme à chaque fois lorsque nous votons les budgets de la commune, nous devons aussi voter nos taux d'imposition. Nous avons échangé dans le cadre du ROB et Michel Néron était intervenu pour préciser que l'année 2023, on aurait une augmentation importante des bases locatives qui vont être revues donc par l'État, et donc il va y avoir une augmentation des taxes foncières, évidemment sur notre territoire. Ce que je vous propose donc pour les taux de la commune, c'est de ne pas les bouger, c'est-à-dire de rester sur les taux que nous avions l'année dernière, aucune augmentation. D'abord parce que nous avons un excédent de fonctionnement, et puis ensuite parce que nous ne voulons pas cumuler en fait une augmentation de taux de la commune avec les augmentations de taux que vont subir les habitants par le gouvernement. Enfin, pas l'augmentation de taux, mais l'augmentation des bases. Voilà, donc je vous propose de rester sur le même taux que l'année dernière et même l'année d'avant d'ailleurs, qui sont en taxe foncière bâtie 37,83, en taxe foncière non bâtie 31,14 et en taxe d'habitation 20,36, en sachant que les taxes d'habitation, je vous rappelle, restent sur les habitats secondaires. Voilà, l'habitation secondaire, mais qui n'est pas sur le... puisque ça a disparu aujourd'hui, les taxes d'habitation, y compris pour les 20% restants d'ailleurs. Voilà. Avez-vous des questions ou des réflexions par rapport à cette proposition de vote? Pardon, oui, monsieur Nicolaï. Attendez, pardon, excusez-moi. Oui, ce n'est pas les habitants qui vont subir ça, ce sont les propriétaires. Tout à fait. Les locataires n'ont pas l'augmentation. Oui, les propriétaires habitants. Vous avez raison. Les propriétaires habitants. Ce n'est pas les habitants en totalité. 2 remarques. La première, quand je suis arrivé au Lille, dans la maison que j'avais achetée, un artisan m'a dit que je n'avais pas besoin de faire de demande pour les travaux.
membre de la commission, je me suis rendu compte que j'étais pas en règle. J'ai régularisé depuis et j'invite les Ludois à faire attention à ça, parce que les impôts, notamment, regardent par, comment dire, les méthodes aériennes, là, de voir les piscines, les agrandissements, les trucs, etc. Et puis, il y a aussi la taxe pour la collecte des poubelles qui a montré cette année qu'il y avait beaucoup de problèmes, des gens pour lesquels leur bâti n'est pas juste. Et les propriétaires ont tout à fait intérêt à aller regarder au niveau d'impôts.gouv et du cadastre comment sont imputés leurs bâtiments. Alors oui, Monsieur Frison, en complément de ce que vous avez dit, nous avons, dans le Loir-et-Marconne dernier, fait tout un point en fait sur les déclarations de travaux pour expliquer aux habitants que lorsqu'ils mettent un Velux, lorsqu'ils mettent des panneaux solaires, lorsqu'ils agrandissent leur maison, lorsqu'ils changent de clôture, lorsqu'ils font un garage, etc., l'autorisation de travaux est obligatoire. Nous avons expliqué aussi la notion de permis de construire et puis nous avons listé en fait tous les travaux qui peuvent être soumis à autorisation par la commune et par les services de l'urbanisme. Nous avons aussi fait un point qui est important et je le rappelle ce soir au conseil municipal. Nous avons fait un point aussi sur la déclaration des biens immobiliers qui est obligatoire aujourd'hui sur le site impôts.gouv, en effet, c'est-à-dire lorsque vous vous connectez sur impôts.gouv avec votre identifiant pour vos impôts, vous avez un endroit où c'est marqué biens immobiliers, il faut aller dessus et là on vous liste en fait par parcelle tout ce qui vous appartient et vous devez déclarer sur ces documents si votre habitat c'est une résidence principale, si c'est une résidence secondaire, si c'est une habitation louée ou non louée, vacant, etc. Et donc, ce sujet est important puisque tous les propriétaires, ludois, mais aussi français, doivent le faire jusqu'au fin juin. Et si les déclarations ne sont pas faites, des amendes pourront être données aux propriétaires qui n'ont pas déclaré clairement ce qu'ils font de leur habitat. Et c'est aussi l'occasion, du coup, pour les propriétaires de vérifier, comme vous dites, les parcelles, les bâtiments, ce qui a été déclaré ou pas. Enfin, pour revenir sur votre première déclaration, en fait, pour que tous les habitants comprennent, nous avons en mairie une commission qui regroupe donc les élus de la commune, mais aussi des habitants de la commune, plus le trésor public et les impôts. Et à l'occasion de cette commission, nous vérifions en fait que les habitations sont bien déclarées au bon niveau, puisque vous avez des déclarations en fonction de l'état de votre maison. Une maison qui n'a pas d'eau et d'électricité va être en catégorie 7, par exemple, c'est-à-dire très peu imposée. On considère que c'est une maison insalubre. Et puis plus vous avez de salles de bain, plus vous avez de surface habitable, plus vous avez de pièces, et bien plus vous montez dans la catégorisation et donc plus vous payez d'impôts. Donc c'est important en effet de faire ces déclarations parce que lorsqu'une personne ne déclare pas et que les impôts estiment qu'il y a eu des travaux, la catégorie donnée est la catégorie maximum et peut-être pas la catégorie réelle. Et donc le taux d'imposition qui va être mis en place pour cette maison où la déclaration n'a pas été faite va être très important, alors que finalement, si la personne avait fait la déclaration, elle pourrait payer moins d'impôts. Donc oui, il est quand même très important, je le rappelle, de déclarer ses impôts à la mairie. Nous avons une agent aujourd'hui qui est qualifiée, compétente, Laure, qui est là pour vous accueillir, qui est là pour vous conseiller, qui est là pour vous aider aussi à déposer vos déclarations et qui permet justement de faire des bonnes déclarations pour ne pas avoir des impositions qui ne sont pas réelles en fait. Et vous avez raison sur un dernier point, l'usage aujourd'hui des drones et des satellites fait que toute piscine, tout agrandissement de maison, même si elle n'est pas visible de la rue, est visible par les impôts. Je m'en faisais une montagne de la révision de mon dossier avec l'agent municipal, c'était... Sachez que pour tous les propriétaires habitants qui ont fait des travaux et qui ne les ont pas déclarés, il est tout à fait possible de venir en mairie pour faire une déclaration a posteriori qui vous permet quand même de réviser votre taux auprès des impôts pour l'année d'après.
J'espère que j'ai été claire dans mon explication. C'est important, je pense, aujourd'hui, dans la recherche, en fait, de la réalité de chacun. Et en effet, la taxe des ordures ménagères est calculée en fonction du mètre carré habitable. Voilà. Donc, plus vous avez une grande maison, plus vous avez une taxe d'ordures ménagères importante, quel que soit le nombre de personnes dedans. Voilà. Pas d'autres questions sur ce sujet ? Je vous propose de le passer aux voix. Donc, nous votons la non-augmentation des taux et la stabilité de nos taux communaux. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et je repasse la parole à Corinne. Donc maintenant, nous allons laisser 2022 derrière nous et nous allons attaquer les budgets 2023. Donc, vu l'instruction budgétaire et comptable, alors c'est pas M14 comme ça doit être écrit sur vos documents, mais M57. Parce qu'on est passé depuis le 1er janvier à la nomenclature M57. Voilà, c'était pareil, c'était une faute un copier-coller de l'année dernière, certainement. Donc voilà, donc vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable au budget, donc nous vous proposons de voter les budgets primitifs pour l'exercice 2023. Donc on va commencer par le budget camping. Donc avant ça, donc considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la séance du Conseil municipal du 27 février 2023 et vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 15 et 20 mars dernier, donc nous vous proposons de voter le budget primitif du camping qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 183 594,72 € en fonctionnement et 886 016,73 € en investissement. Donc ça, c'est pour le BP 2023. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, pour le budget Ronsard. Donc, nous vous proposons de voter pour le budget primitif Ronsard, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 283 474 € en fonctionnement et 154 020,91 € en investissement. Donc, le BP 2023 pour le budget Ronsard. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le budget assainissement. Donc, nous vous proposons le budget primitif d'assainissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 630 217,06 € en fonctionnement et 713 811 € en investissement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le budget de l'eau. Donc, pour le budget primitif de l'eau, qui s'équilibre en dépenses et en recettes, donc à hauteur de 698 733,20 € en fonctionnement et 515 094,07 € en investissement. Donc, voilà pour le BP 2023 pour le budget de l'eau. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le budget du lotissement du LUD. Donc, le budget primitif du lotissement du LUD s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 55 697,40 € en fonctionnement et 19 990,51 € en investissement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le deuxième lotissement de la Croix-Blanche. Donc, le budget primitif du lotissement de la Croix-Blanche s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 190 990,84 € en fonctionnement et 143 190,84 € en investissement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Prise de parole avant que je donne les...
Bien, on voulait intervenir puisque sur le budget principal 2023, on voulait vous faire quelques précisions concernant en particulier l'habitat, en tout cas l'opération programmée d'amélioration de l'habitat avec notre renouvellement urbain, ce qu'on appelle souvent l'OPH-RU. Voilà, donc je vous l'ai dit en entier. Donc c'est un projet que nous portons avec l'intercommunalité pour améliorer l'habitat sur notre territoire, mais nous avons aussi une opération un peu plus spécifique sur la ville du Lude. Et dans ce cadre-là, nous devons projeter des financements en fait pour pouvoir faire ces opérations. Donc on doit abonder des locaux, enfin abondements locaux complémentaires, c'est-à-dire pour la commune du Lude, aux abondements de la communauté de communes et de l'ANA pour l'aide aux travaux. Donc la communauté de communes et l'ANA aideront des propriétaires qui souhaitent faire des travaux, en particulier de rénovation énergétique et surtout pour que les habitats ne soient plus insalubres. Et donc la commune du Lude abondera en partenariat avec une collectivité et puis un organisme d'État. Nous allons mettre aussi en place la prime à la sortie de vacances pour les propriétaires bailleurs. On a calibré à peu près 13 dossiers sur 5 ans. Donc l'objectif étant pour les bailleurs propriétaires de maisons vides de pouvoir avoir une prime si demain ils y mettent des locataires. On a aussi abondé une action coercitive d'acquisition foncière stratégique dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain sur le secteur de la rue Dorée. C'est donc en face de l'église pour être tout à fait clair. L'objectif est de faire des acquisitions, de faire une étude de faisabilité, de démolir les bâtiments en péril qu'il y a en face de l'église et de requalifier le site. Nous avons aussi une action coercitive avec la provision d'une ingénierie dans le cadre d'un accompagnement de notre collectivité à la mise en œuvre d'une acquisition amiable et d'une étude de faisabilité de reconversion du site précédemment en stationnement. L'idée devant l'église, c'est d'aménager au sein de l'îlot un stationnement et donc d'enlever les voitures du parvis de l'église. Et enfin, on a une action coercitive avec la provision d'une ingénierie dans le cadre d'un accompagnement de la collectivité pour une étude de faisabilité préalable au lancement d'une procédure d'acquisition sur 1 ou 2 immeubles qui sont en très très mauvais état sur la commune et qui potentiellement pourraient mettre en danger nos habitants. Voilà, donc nous avons projeté des éléments financiers dans ce cadre-là. Ce sont des éléments financiers qui sont projetés sur 5 ans, ramenés à l'année, évidemment, puisque c'est un projet sur 5 ans. Oui, Monsieur Frison. Juste dire que l'abondement sur les travaux sont liés aux revenus du foyer. Bien sûr. Oui, tout à fait. Le bailleur qui souhaite avoir une prime, c'est en fonction aussi de ses revenus. Et je rappelle aussi que s'il a une aide, derrière, les loyers sont plafonnés. Il n'a pas la possibilité de mettre n'importe quel loyer non plus. C'est un cadre très réglementaire. Et sous condition. Oui, Monsieur Legrand, il faut appuyer votre micro. Sous condition également que le logement correspond aux normes de décence. Évidemment. L'objectif pour nous, encore une fois, c'est que nous soyons clairs avec tout le monde. L'objectif, c'est de ramener des habitants en centre-ville, dans des bâtis aujourd'hui qui ne sont pas en état d'accueillir des locataires, mais qui devront l'être dans le futur. Et pour ça, nous avons 2 choix. La première, c'est inciter les propriétaires à faire les travaux pour pouvoir ramener des locataires. Et donc, nous pouvons les inciter en leur allouant une subvention complémentaire à la communauté de communes et à l'ANA pour faire les travaux. Mais c'est aussi de la coercition, c'est-à-dire l'obligation pour le propriétaire soit de faire les travaux, et s'il ne souhaite pas faire les travaux et laisser son bâtiment en péril, à ce moment-là, la commune peut intervenir pour récupérer le bâti. Alors évidemment, le coût d'acquisition est très faible. Il est imposé par l'avis des domaines, et donc potentiellement le propriétaire peut perdre de l'argent sur sa maison. Mais il a 2 choix possibles, soit il le rénove et il le met en location, pas de problème. Soit s'il ne le met pas et qu'il ne fait pas les travaux et qu'il met en péril la population, eh bien c'est la commune ou la communauté de communes d'ailleurs, dans l'ensemble du territoire, qui peut intervenir pour être propriétaire, faire les travaux et ensuite revendre le bien. Ou le mettre en location d'ailleurs. Voilà. D'autres questions? Non? Je laisse Corinne finir. Donc du coup, le budget primitif principal de la commune nouvelle, donc pour 2023, donc il s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 7 200.
Je te coupe. Oui. Ce que j'ai oublié de dire quand même à tout le monde, c'est que cet abondement financier, c'est dans une prévision de dossier. Là, par exemple, on vous parle de 13 dossiers calibrés sur 5 ans. Si nous avons moins de dossiers, nous aurons donc moins de sorties financières. Et si nous avons plus de dossiers, nous reviendrons devant vous pour vous présenter les dossiers et les montants qu'il faut abonder. Mais cette somme, c'est vraiment une prévision, en fait. Et l'objectif pour nous, 13 dossiers en 5 ans de bailleurs, ce serait une très bonne nouvelle pour la ville du Luth. Ça veut dire que nous avons 13 bâtiments ou immeubles qui seront rénovés, qui seront en état d'être loués ou vendus et qui apporteront de nouveaux habitants. Non, mais... Donc du coup, en dépenses et en recettes, donc à hauteur de 7 278 905,81 € en fonctionnement et en investissement, la somme de 4 346 925,69 €. Donc voilà pour le BP 2023 pour la commune nouvelle. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et avant de redonner la parole à Madame le maire, ce matin, nous avons eu les données de la DGF pour 2023. Donc, il avait été prévu la dotation globale de fonctionnement, que je me suis écrit il avait été prévu 800 000 € et la notification est de 916 001 €, ce qui va nous faire 116 000 de plus qui n'avait pas été prévu. Voilà. Alors, Louis-Jean, tu peux peut-être, si tu veux, intervenir sur le calcul de la DGF, mais en fait, c'est en fonction du nombre d'habitants, mais c'est aussi en fonction du positionnement de la commune, c'est aussi en fonction de son état financier, de ses capacités financières, et puis souvent, c'est un coup de main aussi à la ruralité. Oui, et puis l'État a appliqué les 7% sur les DGF, comme il a appliqué les recettes fiscales des communes. Donc, tout ceci confondu permet d'avoir une bonne nouvelle pour... il y a des dépenses en contrepartie. Très bien, merci. Et du coup, la mise en place des virements des crédits M57, Corinne? Tu penses avoir fini, mais non. Alors... C'est lié à la nouvelle. Oui, pardon. Mais oui, c'est parce que j'avais deux documents. Donc, effectivement, la mise en place des virements de crédit, donc suite à la M57, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui a commencé au 1er janvier 2023. Donc, il s'agit d'une nouvelle disposition de la nomenclature comptable, la M57. Donc, elle est également... elle donne la possibilité d'inscrire au budget une somme en dépenses imprévues, chapitre 22, qui n'existe plus sur la M57, du coup. Donc ensuite, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l'exécutif, si l'Assemblée l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section. Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle offre au conseil municipal le pouvoir de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans le chapitre 012, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section concernée. Donc, cette disposition permettrait notamment d'amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition de crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. Alors, juste pour être clair pour tout le monde, c'est qu'en fait, lorsque vous votez un budget, on vote un budget global, mais on vote aussi des lignes par chapitre. Et par exemple, c'est le cadre du 011, on va projeter sur 2023 une somme par ligne. Et parfois, pour des raisons variées, on peut avoir dépensé plus sur une ligne et moins sur une autre. Et donc, pour pouvoir continuer à dépenser sur la ligne où il n'y a plus d'argent, il faut pouvoir prendre sur la ligne où il reste de l'argent, d'accord ? C'est-à-dire qu'on rééquilibre les lignes. Et jusqu'à présent, nous étions obligés de passer ce qu'on appelait les DM. Vous savez, on en passe en conseil municipal régulièrement, où on fait des DM. En fait, ça n'a pas d'impact budgétaire, mais on doit les changer de ligne.
Donc là, la nouvelle nomenclature nous permet de pouvoir faire ces modifications sans passer par des DM, évidemment dans un cadre précis. Ça ne concerne pas le 0,12, c'est-à-dire tout ce qui concerne le personnel, et ça ne peut pas dépasser 7,5%. Si ça dépasse 7,5%, ce sera une DM en conseil municipal, et si ça concerne les salariés, ce sera aussi une DM en conseil municipal. Voilà. L'idée est d'amener un peu de souplesse. Attention, je rappelle, ça veut dire que le montant est toujours le même. On n'a pas le droit de dépenser plus. On a juste le droit de rééquilibrer des lignes qui seraient plus positives et d'autres moins positives. Donc du coup, il vous est proposé de voter surtout d'autoriser Madame le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion, donc comme on venait de dire, des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles et de chacune des sections, soit 445 000 € pour la section de fonctionnement et 289 000 € pour la section d'investissement. Et donc l'autoriser à signer également tous les documents qui s'y rapportent. Est-ce qu'on sera informé de ces mouvements? Redites-moi, Monsieur Frison, j'ai pas entendu. On sera informé de ces mouvements? Oui, j'ai l'obligation d'informer l'ensemble de ces mouvements au conseil municipal, mais on ne passera pas par une DM. Après, c'est une opération tout à fait légale qui passe en tous les conseils. Mais en effet, vous serez informé à chaque conseil. Oui, puis on aura l'occasion d'en parler en commission finance quand il y aura des modifications aussi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est une demande de dotation du produit des amendes de police de circulation routière. Vous savez que lorsque le policier municipal ou même la gendarmerie met des amendes de police, ces amendes de police vont dans un pot commun, on va dire ça comme ça, qui sont ensuite réparties entre l'État et aussi les collectivités. C'est-à-dire que nous avons possibilité de déposer des dossiers de demande de subvention par les amendes de police sur des dossiers évidemment essentiellement sécuritaires, qui sont en lien avec la police et la sécurité routière. Et donc, dans ce cadre-là, avec le policier municipal, nous avons proposé un projet. C'est l'aménagement sécuritaire de la place du Champ de Foire avec système de protection type borne escamotable et système de protection lourd type road blocker. Alors, pour être clair pour tout le monde, aujourd'hui, lorsque nous organisons le marché, nous sommes dans l'obligation de mettre des barrières partout. Et dans le cadre de la loi Vigipirate, nous sommes obligés aussi de bloquer les routes qui pourraient amener un camion ou un véhicule à rentrer dans le marché et écraser nos habitants. Donc, nous sommes dans l'obligation d'organiser chaque jeudi, en fait, l'ensemble de cette sécurité qui demande beaucoup de temps à nos agents et qui demande aussi beaucoup de temps à notre policier municipal. Donc, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est de mettre un système de sécurité permanent, c'est-à-dire ce sont des bornes escamotables, donc comme on a mis, par exemple, pour aller à l'école Brassens, pour l'esplanade Brassens, ce sont des bornes qui seront toujours baissées, mais le jour du marché, elles seront remontées pour empêcher les véhicules de rentrer dans le marché. Voilà. Et le road blocker, c'est un système aussi qui est intégré à la voirie, qui se relève en fait et qui empêche les véhicules de passer. Voilà. Pas les piétons, pas les vélos, évidemment. Donc ce système permet tout simplement de ne pas mettre des barrières partout et d'avoir un système de sécurité. Ça permettra aussi, pas que pour le marché, ça permettra de sécuriser aussi la Renaissance, par exemple, lorsqu'elle organise ses manifestations sur la place du Champ de Foire ou toute autre manifestation sur la place du Champ de Foire. Et donc, dans ce cadre-là, c'est évidemment une protection lourde financièrement pour la commune. Et nous vous demandons l'autorisation de demander donc 30% du projet dans le cadre des amendes de police. Et donc, nous avons aujourd'hui un montant global de 97 658 pour l'ensemble de ce road blocker et aussi des bornes escamotables. Et nous allons demander donc une subvention à hauteur de 30% pour l'année 2023. Avez-vous des questions par rapport à cette demande? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on va travailler maintenant avec le policier municipal pour la mise en œuvre. Nous voulions aussi faire un point avec vous sur la mise à jour des tarifs communaux afin de compléter la délibération que nous avions faite au mois de décembre 2022 sur les tarifs communaux.
Je vous propose les tarifs ci-après. La salle du Bellay, rue Crétois, est mise à disposition gratuitement aux associations communales. Régulièrement, nous sommes sollicités par des organismes extérieurs pour louer une petite salle. Or, nous ne pouvons pas louer cette petite salle lorsqu'elle est disponible, puisque nous n'avons pas de tarif sur cette salle. Donc, on est bien d'accord que cette salle reste gratuite pour l'ensemble des associations, mais lorsque nous avons une entreprise ou un organisme extérieur qui souhaite louer une petite salle et qu'elle est disponible, nous vous proposons donc de pouvoir la louer au tarif de location de 60 € par jour. Nous avons aussi une délibération qui prévoit aujourd'hui des frais de capture d'animaux errants. Je vous propose d'ajouter un tarif de nuitée au chenil qui génère des coûts de nourriture et d'entretien de 20 € par nuit. Alors je vous explique. En fait, lorsqu'on récupère un animal errant, souvent, les adjoints que nous sommes, nous avons pitié de ces pauvres petites bêtes et donc souvent nous ne les mettons pas au chenil. Nous les récupérons et nous les gardons chez nous la plupart du temps et nous essayons de trouver les propriétaires assez vite. Lorsque nous arrivons à trouver le propriétaire dans la journée, en fait, très bien, il paye l'amende pour animaux errants et puis le chien est récupéré et tant mieux. Parfois, nous ne trouvons pas les propriétaires et à ce moment-là, nous sommes obligés de le mettre en garde au chenil la nuit. Et là, par conséquent, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons à manger, à boire, etc. Et parfois, ça peut arriver qu'il se passe 2-3 nuits. Et toutes ces charges de nourriture et d'alimentation n'étaient pas du tout prises en compte par la commune, c'est-à-dire qu'en gros, gratuitement, nous nourrissions les animaux. Et je ne trouve pas ça normal. D'autant plus que, je tiens à le dire ici auprès de tous les habitants, un chien en divagation peut provoquer des accidents, peut mordre des habitants et surtout nous fait sortir parfois la nuit, courir après un chien, ce qui n'est pas simple, le mettre dans notre véhicule personnel la plupart du temps et s'en occuper. Et je tiens à rappeler ici que nous ne sommes pas des gardes d'animaux et j'aimerais que les habitants puissent faire attention à leurs animaux, surtout que nous avons une dizaine de chiens très connus. Je pense qu'ils pourraient avoir des cartes d'identité puisqu'en fait, on connaît très bien les propriétaires. Donc maintenant, on peut les appeler assez vite, sauf que quand on sort une fois, 2 fois, 3 fois dans la même semaine pour le même chien, à un moment donné, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant, quand même. Donc, je vous propose de mettre 20 € par nuit de chenil pour pouvoir couvrir les frais de nourriture. Et je précise aussi qu'une amende pourra être dressée envers les propriétaires d'animaux en divagation qui laissent leurs animaux en divagation régulièrement. Ça peut arriver à tout le monde qu'un chien parte en courant, il n'y a pas de souci. Mais il y a certains chiens en divagation qui le restent. Et je profite ici de passer un message. Il y a un habitant sur la commune du Luth qui promène son chien sans laisse tout le temps, partout. Et un chien qui, en plus, a tendance à venir embêter les autres chiens, etc. Et c'est vraiment très dangereux. Ce propriétaire a déjà été alerté plusieurs fois par le policier municipal. Et donc maintenant, nous allons passer aux amendes, hein, puisqu'on ne peut pas laisser un chien en divagation toute la journée. Le maître est assis et le chien divague au moins à 2 à 3 km autour du maître. Enfin, pour le minibus de la ville qui est mis à disposition gratuitement des associations, on continue évidemment à les mettre à disposition gratuitement des associations. Par contre, nous proposons une caution à la première réservation de l'année, c'est-à-dire que chaque association qui a besoin du minibus dans l'année verse une caution annuelle qui permettra de couvrir les difficultés que nous avons parfois avec l'état des minibus lorsqu'ils reviennent et qui sont donc à la charge de la commune puisque nous les prêtons gratuitement. Donc aujourd'hui, nous voulons mettre en place une caution qui permettra aussi aux personnes qui utilisent ce véhicule d'y faire attention. Nous avons un avis favorable de la Commission des finances du 20 mars et donc je vous propose de le passer aux voix. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 tarifs? Non? Je vous propose 500 €. Donc c'est un chèque qui n'est pas encaissé, mais qui est gardé sous le coude à l'année. Voilà. Je vous propose donc de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il faut savoir que normalement, le minibus, lorsque nous le prêtons aux associations, nous le prêtons avec le plein. Et donc quand il revient, normalement, il y a le plein. Je dis ça comme ça.
Alors, ensuite, en ressources humaines, donc, ouverture et fermeture de postes suite à des avancements de grade. Vous savez que tous les ans, nos agents ont la possibilité d'avancer de grade. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous avions une situation où peu d'agents ne pouvaient avancer puisque nous avions vraiment limité. Nous avions voté tous ensemble en 2020 l'ouverture, en fait, c'est-à-dire que la possibilité d'avoir plusieurs agents, même s'ils sont du même service, à pouvoir avancer de grade, en particulier lorsque nous avons des agents qui, depuis des années et des années, s'investissent pour la commune et n'avaient pas avancé de grade. Donc aujourd'hui, nous avons validé un certain nombre d'avancements de grade que vous avez retrouvés ici, puisque à partir du moment où un agent avance de grade, nous fermons le poste où il était pour ouvrir le poste du grade suivant. D'accord ? Ce qui amène donc, vous voyez, à compter du 1er mai 2023, nous avons l'ouverture d'un poste au grade d'agent de maîtrise principale. Vous les voyez tous, hein, adjoint technique principal. Nous fermons autant de postes que nous en avons ouverts, c'est-à-dire que ces personnes-là, ce sont des agents qui ont évolué. Nous avons aussi l'ouverture d'un poste au grade d'adjoint technique principal de première classe et nous fermons donc le poste de grade d'adjoint technique principal de deuxième classe, parce que c'est quelqu'un qui est passé en première classe, et identique pour le grade de brigadier chef principal, qui devient un brigadier chef principal, et nous fermons le poste de grade de gardien brigadier. Voilà, donc ça, ce sont tous les avancements de grade. Donc si vous comptez, aujourd'hui, la commune du Lude a validé 1, 2, 3, 4, 5, 6 agents qui augmentent de grade cette année. Voilà. C'est aussi une façon, hein, en ressources humaines, de pouvoir valoriser aussi nos agents. Avez-vous des questions? Alors évidemment, vous n'avez pas les noms, hein, c'est que les grades. Puisque eux le savent pas encore. Ah, oui, bon, d'accord. Mais les agents ne le savent pas, ils vont le savoir après ce vote au conseil municipal. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons donc la proposition de mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce, de l'artisanat et du droit de préemption sur les fonds de commerce, baux commerciaux et baux artisanaux. Comme vous le savez, je reviens sur l'histoire, mais la ville du Lude avait plus de 80 commerces à une certaine époque. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui et nous avons beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides. Ces locaux commerciaux vides sont la plupart du temps soit peu entretenus, parce que ceux qui sont entretenus en général trouvent toujours des porteurs de projets. Et pour certains propriétaires, en fait, avec l'obligation maintenant de ne pas laisser les habitations vacantes, vont avoir la possibilité de rénover. Et ce que nous ne souhaitons pas, par contre, c'est perdre des baux commerciaux ou surtout des espaces de commerce sur notre commune. C'est-à-dire un propriétaire qui avait un espace de commerce et qui décide, dans le cadre de sa rénovation, de faire un changement de destination et de le transformer en habitation. Dans l'ensemble de la commune, évidemment, il peut y arriver à certains endroits d'avoir des anciens commerces qui redeviennent des maisons, il n'y a aucun souci. Mais sur le centre-bourg, où nous souhaitons avoir un maximum de commerces, on ne peut pas accepter en fait toute la disparition de nos anciens commerces. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place ce périmètre qui nous permet, nous, communes, lorsqu'un habitant, un propriétaire souhaite transformer son local commercial en habitation, de donner un avis ou de pouvoir préempter pour garder ce commerce au sein de la commune. Voilà. Évidemment, ça ne veut pas dire que la commune va préempter sur tous les bâtiments. On vous présentera à chaque fois en fait la possibilité de préempter ou pas en fonction de la volonté du propriétaire et en fonction de l'emplacement du commerce. Oui, monsieur Fridon. Le périmètre est défini parce qu'on n'a pas de plan, là, je vois. Alors, le périmètre, c'est le centre-ville. Point. Voilà. C'est l'équivalent de l'ORT, de l'opération de revitalisation du territoire. On est vraiment sur le centre-ville. C'est le même périmètre? Oui. Ok, d'accord. Tout à fait. On s'adapte en fait à ce périmètre-là. Voilà. Donc je vous propose de passer aux voix la mise en place de ce périmètre. Alors quand on dit de préemption sur les baux commerciaux et baux artisanaux, aujourd'hui nous, ce périmètre nous intéresse vraiment sur les commerces. On ne va pas être là pour préempter des baux commerciaux ou artisanaux ou même industriels. Ce n'est pas du tout notre objectif. On est vraiment sur les commerces du centre-ville. C'est d'ailleurs pour ça que dans le périmètre, il n'y a pas la zone industrielle, etc. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc ce sera quand même à titre d'information, ce périmètre est opposable au tribunal. Hein. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui refuse eh bien, et qui ne veut pas vendre le bien peut se retrouver au tribunal dans ce cadre-là. Ensuite, nous avons le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Nous avons une convention de passage et de mise en place de signalétique et de balisage sur le parcours de trail. Vous savez que beaucoup des élus et la commission sport ont travaillé sur la création d'un parcours de trail, c'est ça. J'ai peut-être pas le bon accent, mais enfin c'est pas grave. Moi, je cours pas dans ce genre de trail, mais je pourrais le faire à pied parce que c'est un beau parcours. Et donc, vous voyez, on a un circuit de 9 km, un circuit de 19 km. Et sur ces circuits, il y a des parcelles qui doivent être traversées dans le cadre de ce chemin de trail. Et donc, nous avons l'obligation de signer des conventions avec les propriétaires de ces parcelles pour pouvoir faire passer le chemin. C'est à l'identique, en fait, qu'un chemin de randonnée. C'est exactement le même fonctionnement. Donc, on vous a listé l'ensemble des parcelles et on vous demande aujourd'hui donc de m'autoriser à solliciter l'inscription au PDIPR des parcelles communales suivantes. Donc, ce sont des parcelles communales, ce sont les nôtres, donc il n'y a pas de souci. Et puis, d'inscrire aussi des parcelles privées et de m'autoriser à signer toutes les conventions et documents relatifs à ce dossier pour permettre justement, vous devez avoir les conventions, de pouvoir passer sur ces circuits. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien, bah écoutez, vous pourrez bientôt faire du trail sur ce chemin. D'accord. Tu as noté, Myriam? Oui, c'est noté, madame. Ensuite, nous avons la numérotation des parcelles AS33 et AS34, rue 6 André Dayan. Ce sont des parcelles qui ont été vendues, en fait, et où il y a une construction, et donc nous sommes dans l'obligation de les numéroter, les pauvres parcelles qui n'avaient pas de numéro. Il y a des maisons en construction dessus. Donc, je vous propose d'attribuer le numéro 26 rue André Dayan pour la parcelle AS34 et le 28 rue André Dayan pour la parcelle AS33, ce qui permettra aux propriétaires qui construisent leur maison de pouvoir avoir leur courrier. Voilà. Pas de questions particulières, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons les numérotations des parcelles, de différentes parcelles. Ce sont des régularisations administratives. Donc, c'est lié à des ventes, à des achats et à des travaux. Donc, vous avez la liste, hein, c'est la route de Noyant, rue Dorée, Grande Rue et route de Luché-Pringé. Voilà. Ce sont donc des parcelles qui sont bien cadastrées, mais qui n'avaient pas de numéro. Donc, c'est une régularisation administrative. Voilà. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quelques informations diverses. Vous dire que nous avons signé le contrat de maîtrise d'œuvre pour les façades de la rue du Bœuf pour un montant hors taxe de 18 718 €. Nous avons aussi signé le contrat de maîtrise d'œuvre pour la salle conviviale du camping à hauteur de 56 100 €. Et nous avons aussi signé le marché du padel, les 2 terrains qui vont voir le jour, à hauteur de 159 042,50 € hors taxe. Nous avons bien évidemment des subventions à hauteur quasiment de 100 000 € pour le padel. Voilà, nous avons des informations par les adjoints qui commencent. Philippe, allez. Oui, pourquoi pas. Bon, une petite information sur le tourisme, puisqu'on a ouvert la saison touristique et ouvert le camping depuis ce week-end. On a eu la chance et le bonheur déjà de recevoir des premiers touristes. Donc voilà, la saison est lancée, mais on souhaite qu'elle soit aussi bonne que l'an passé, et voire même meilleure, bien sûr. Concernant donc le camping, on peut aussi annoncer qu'on a donc là une nouvelle recrue à l'accueil, comme c'était prévu avec le départ de l'autre agent. Donc ça c'est fait, c'est acté, elle a pris position de son poste au 1er avril. Aussi un petit rappel sur les manifestations. On peut rappeler qu'on a le salon de l'artisanat qui se déroule le 21 et 22 avril. Voilà, vous êtes tous invités. En ce qui me concerne, c'est tout.
Merci Philippe. Monsieur Ami? Madame Petit. Donc c'est pour vous dire au niveau de la santé solidarité, donc on a le forum prévention santé bien-être qui sera samedi matin de 9h à midi à l'espace Ronsard. Donc c'est une première année, hein, on verra comment ça se passe là et on espère faire un peu plus grand l'année prochaine sur une journée. Donc venez, hein, vous allez pouvoir être massés si vous avez envie, il y aura des ateliers, vous pouvez aller marcher, retour à soi. Donc effectivement, voilà. Donc samedi matin, on vous attend, vous êtes tous attendus pour une petite prévention santé. Nous allons prochainement accueillir l'arrivée d'un service civique à la résidence autonomie des Lilas. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, il faut qu'elles aient entre 16 et 25 ans et qu'elles n'aient pas eu déjà fait de service civique. Je profite en même temps de dire qu'au Lilas, il reste 2 logements de vides. Parce qu'on a entendu dire qu'il y en avait 15 de vides. Alors imaginez bien, 15. Je pense que Madame Latouche serait tombée dessus, là. 15 logements vides, c'est pas possible. Donc on en a 2 qui sont vides. Et prochainement, il y a les futurs locataires qui prennent leur logement, qui vont se faire tout doucement. Et puis un, normalement, qui devrait se libérer, étant donné qu'il y a eu un décès. Donc voilà. Pour le moment, on a 2 de vides. Voilà. 2 libres. Parce qu'ils sont pas libres, vides, mais oui, pardon, vides. vide, libre. Excusez-moi, Madame le maire. Monsieur Jean-Pi. Donc, vu les conditions météorologiques, donc, avec les espaces verts, là, nous allons commencer à supprimer des jardinières et des palox pour mettre en pleine terre à la place. Ça ne veut pas dire qu'on supprime les fleurs et les arbres, c'est qu'on va planter en pleine terre à la place des jardinières et des palox. Donc là, on va commencer aussi à végétaliser les murs des cimetières, celui du Lude, les 2 de Dissé, avec des fleurs au pied. Et ces fleurs, toujours en relation avec les abeilles, et planter aussi comme de la vigne vierge pour garder des fruits pour tout ce qui est les oiseaux, pour l'hiver et tout ça. Et le dernier sujet, nous travaillons aussi pour implanter une réserve d'eau, pour récupérer l'eau de pluie de 120 mètres cubes, puisque je pense que dans les années à venir, ça va être très compliqué de se servir comme de la balayeuse, tout ce qui est désherbeur à eau chaude, puisque l'eau, il faudra que ce soit de l'eau recyclée ou de l'eau récupérée. Voilà. Ce ne sont pas des bassines. Hein. Nous n'invitons personne au Lude. Hein. C'est juste une réserve d'eau de pluie. Corinne pour Laurence. Donc, je vais vous donner les informations de la commission sport. Donc, comme vous le savez certainement déjà, la semaine olympique et paralympique sous le thème de l'inclusion en lien avec notre label Terre des Jeux 2024 qui se déroulera du 3 au 8 avril pour la commune. Donc, lors de cette semaine olympique et paralympique, l'atelier... Alors, attendez, excusez-moi, c'est pas moi. Donc, des ateliers à l'école Georges Brassens sur 2 demi-journées, le mardi 4 avril et le jeudi 6 avril, de 13h30 à 16h30. Le cinéma le mercredi 5 avril de 18h à 21h. Samedi 8 avril, après-midi sportif de 14h à 18h. Le mardi et le jeudi, une table ronde de 45 minutes à 1h pour les CE1, CM1, CM2. Atelier ludique, donc création d'une torche olympique avec des objets recyclés, des jeux sportifs, courir, sauter, lancer, sur la découverte de disciplines olympiques et paralympiques co-animées par l'organisateur et un enseignant et un athlète du club Élite Sarthe, spécialité roller. Le mercredi, projection du film Chacun pour tous à 19h avec une découverte de la microfolie en lien avec l'olympisme à partir de 18h. Et le samedi après-midi sportive sur l'esplanade Ronsard-le-Lude, donc initiation et découverte de plusieurs disciplines olympiques et paralympiques, skateboard, breakdance, escrime, lien connecté avec la culture, avec l'art, en partenariat avec la microfolie du Lude et son musée numérique, et présence de 5 athlètes du club Élite Sarthe au niveau anthropoline. Voilà pour les infos sport. Merci Corinne. Jean pour la culture. Oui, je vais reprendre des éléments que Corinne vient de préciser, mais avant, je vous fais le bilan du cinéma pour le mois de mars. Nous avons eu 11 projections,
313 spectateurs, dont 75 gratuits, qui représentent 24% du nombre de spectateurs. La fréquentation est sensiblement identique par rapport au mois antérieur. Nous avons eu le spectacle « Ballet Masque » le dimanche 12 mars, qui nous a amené 266 spectateurs et une recette de 6 150 €. Alors, pour les éléments à venir, donc c'est là que je viens, à la semaine olympique et paralympique du 3 au 8 avril, avec le mercredi 5 avril, un ciné-débat à 18 h, le sport à la microfolie, 19 h, diffusion du film « Chacun pour tous ». Le prix d'entrée est de 4 €, avec Ahmed Silla, et à 20h30, le débat. Samedi 8 avril, Esplanade Ronsard et Esplanade Brassens, animation sportive, culturelle et artistique de 14 h à 18 h. Animation à la microfolie sur le thème du sport avec des jeux sportifs grâce au casque de réalité virtuelle, des vidéos de battle de breakdance, une conférence sur les œuvres d'art au sein du musée numérique par Marianne Corbel de l'association Art et Vert. Vendredi 7 avril à 15 h, café-musée à la microfolie, Vermeer et son temps. Vendredi également 7 avril à 20h30 à Ronsard, Anne Frank, un spectacle qui est un report de la saison 2022 pour tout public, tarif plein de 6 €, abonné 4 €, et une séance scolaire qui aura lieu à 14h30. À l'espace Ronsard, du vendredi 14 avril au dimanche 16 avril, festival Sortez local, 6 spectacles sur 3 jours, avec des compagnies sartoises ayant fait des résidences artistiques au Lude, avec buvette et dégustation de produits locaux, avec le court-circuit Biolude. Un pass festival à 10 € est mis en place pour tous les spectacles. Sinon, séparément, chaque spectacle aura une entrée de 6 €. Le 6 mai, une matinée citoyenne avec la CMJ à la Maison des Associations et sur les bords du Loir. Inauguration des bords du Loir de 10 h à 18 h avec pique-nique, jeux, concerts, expositions. Le même jour, à 20h30, concert de Mentissa à l'espace Ronsard. Tarif plein à 15 € ou 12 si abonnés, et pour les moins de 18 ans, 10 €. Bibliothèque Ludothèque, mardi 11 avril, une soirée jeu. Vous pouvez apporter votre jeu préféré de 18 à 22 h. Samedi 13 mai, Lude Gaming à l'espace Ronsard de 10 h à 18 h. Festival de jeux de vidéo sur le thème du street art. Une exposition sur ce thème se déroulera tout le mois de mai à la bibliothèque. Et enfin, pour les anciens combattants, la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale et du souvenir des victimes de la déportation, le lundi 8 mai 2023 au monument aux morts du Lude, ainsi qu'à celui de Dissé. Le programme n'est pas encore complètement défini. Vous le trouverez dans les infos de la ville de Lude. Voilà, merci. Merci Jean. Juste une information, le concert de Mentissa, pour ceux qui souhaitent y aller, il faut se presser très vite, puisque la salle est quasiment pleine. Voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller, à aller sur Internet ou nous appeler directement. Les questions de la minorité, Monsieur Frison? Oui. J'avais une question sur les locaux économiques, mais vous y avez répondu dans la presse, j'ai vu vendredi dans le petit courrier. Mais je me pose quand même la question sur les clôtures, puisqu'on ne les voit toujours pas. Et puis secondairement, sur les emplois créés, parce que j'ai l'impression, c'est faire de l'économie, mais c'est aussi créer de l'emploi sur le Lude. Et je ne vois pas beaucoup d'emplois créés dans ce que vous proposez là. Dans ce que vous annoncez plutôt. Concernant les clôtures, mais ça tombe bien, puisque effectivement on avait parlé auparavant. On a voté le budget ce soir, elles étaient inscrites, donc on va pouvoir démarrer la partie clôture de ces bâtiments. Sur la partie emploi, les porteurs de projets qui se présentent à nous, en fait,
Pour être tout à fait clair, nous avons votre démarche, c'est-à-dire que nous avons eu un certain nombre de porteurs de projets qui se sont positionnés sur ces locaux que nous n'avons pas acceptés pour diverses raisons. D'abord pour des dossiers parfois Incomplet. alors oui, on peut dire incomplet ou on peut dire qui ne transparaît, enfin qui donnait pas forcément envie financièrement, etc. Et voilà, qui était un petit peu voilà, bon. Et puis nous avons aussi des propositions de personnes qui souhaitent louer les locaux sans créer d'emplois. Donc nous, l'objectif quand même de ces locaux, c'est de créer des emplois. Donc c'est la raison pour laquelle, il y a deux raisons. La première, nous n'avons pas loué parce que nous avions, comme vous le savez, un défaut. Il a fallu réparer ce défaut d'isolation et donc ils sont venus remplacer toutes les plaques et maintenant les bâtiments correspondent à ce que nous avons financé en fait. Hein. Il y avait un vice. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans le choix des porteurs de projets qui créent de l'activité. Donc c'est vrai que du coup, je préfère, en tout cas c'est ce que j'ai dit à Philippe, je préfère prendre mon temps et avoir des entreprises qui sont solides et qui vont créer de l'emploi au LUD que de prendre des activités qui potentiellement ne créent pas d'emploi ou en tout cas utilisent des bâtiments économiques à d'autres vocations que l'économie. Voilà. Ce qui est rassurant, c'est que ces bâtiments, certes, sont encore vides, mais on n'est pas en absence de candidature. On a sans cesse des porteurs de projets qui s'adressent à nous avec différents questionnements, différents projets, complets, incomplets, en cours. On a encore un porteur de projet qui s'est manifesté ce matin. Son dossier, ça dure au moins, ça fait 6 mois qu'il était en fabrication, mais il avance petit à petit, il nous tient au courant. Alors, il y a des démarches qui sont très très longues pour monter certains projets, et donc effectivement, on a cette vision d'avoir toujours des bâtiments vides, mais on y travaille tous les jours, mais encore une fois, ça va se remplir. On espère. Une autre question, on l'a abordée en commission finances. Lors du dernier conseil, a été voté le règlement d'occupation de la salle Girard, voté à l'unanimité. Et puis, sitôt que le vote a été fini, grand débat ici dans le fond de la salle entre élus de la minorité et de la majorité qui s'inquiétaient. En fait, vous avez précisé que dans la salle Girard, c'est un endroit où on ne peut pas dormir, hein, et vous l'avez précisé dans le règlement intérieur. Et là, les gens ont réagi en se disant, mais on risque d'envoyer sur la route des jeunes qui sont alcoolisés, et puisqu'il est interdit de dormir dans la salle. Alors, je pensais qu'il y avait besoin d'en reparler. Voilà. Je sais que ça a été voté, hein, mais vu le débat qu'il y a eu après... Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est aussi interdit d'aller sur la route en état d'alcoolisme. Hein. Donc voilà, déjà c'est le premier point quand même. Le deuxième point, en effet, aujourd'hui, ce ne sont pas des... Alors c'est pas que la salle Girard, c'est l'ensemble de nos salles municipales. Ce ne sont pas des salles pour l'hébergement. Aujourd'hui, une salle qui permet de dormir a des règles strictes en termes de sécurité incendie, etc. et doivent être déclarées comme des lieux de couchage. Et donc, nos assurances aujourd'hui, les assurances de la mairie, ne couvrent pas des lieux d'hébergement. Elles couvrent des salles municipales où il y a des activités dansantes, sympathiques, mais où il n'y a pas de couchage. Donc nous, aujourd'hui, en termes de responsabilité pour la mairie, nous ne pouvons pas accepter l'hébergement dans des sites non appropriés, puisque du coup, nous ne serions pas couverts par notre assurance s'il y avait une difficulté. Donc nous sommes dans l'obligation aujourd'hui, pour être couverts par nos assurances, de déclarer sur le règlement intérieur qu'il n'y a pas le droit de dormir dans ces salles. Si les locataires prennent la responsabilité de dormir dans la salle, c'est leur choix et ce sera leur responsabilité en cas de pépin. C'est-à-dire que s'il y a le feu en pleine nuit et qu'il s'avère que les personnes dormaient avec des sacs de couchage qui ont accéléré le feu, par exemple, eh bien, nos assurances ne couvriront pas les personnes qui seront blessées, puisqu'en fait, elles n'auront pas respecté le règlement intérieur qui n'est de ne pas dormir dedans. Donc après, chacun prend ses responsabilités. Je disais en commission finances, nous avons un sens interdit juste à côté de la mairie. Régulièrement, les gens prennent le sens interdit. Je leur dis que c'est pas normal. Voilà. Il y en a certains qui le comprennent très bien, d'autres qui se demandent pourquoi, et je leur dis de revoir le code de la route à ce moment-là. Mais cette interdiction, elle vaut pour tout le monde, le sens interdit. Maintenant, quand vous le prenez, vous risquez une amende, ou vous risquez, même plus grave, un accident, hein, et de provoquer un accident à l'autre. Donc c'est exactement la même situation. Aujourd'hui, nos salles municipales sont bien des salles qui sont réservées pour des soirées et des manifestations, et non pas en tant qu'hôtel.
Voilà. Nous n'aurions pas les mêmes règles. Nous avions, avant de vendre vos navals, nous avions un lieu d'hébergement qui était déclaré comme tel. Nous avions l'obligation d'ailleurs sur tous les lieux d'avoir un SIAP, c'est-à-dire quelqu'un qui est agréé, sécurité, incendie, etc., et qui doit passer la nuit sur place lorsqu'on a des hébergements. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir un agent de sécurité SIAP sur toutes nos salles à chaque fois qu'elle est louée. Donc il faut bien comprendre que nous ne lançons pas sur la route des jeunes alcoolisés parce que c'est interdit de rouler alcoolisé déjà, et puis petit 1. Et puis petit 2, c'est chacun prend ses responsabilités. Mais en tout cas, la commune, elle ne peut pas prendre une responsabilité illégale. Voilà. J'espère avoir été claire. J'entends bien, mais je pensais que c'était important de leur parler parce qu'il y avait des parents là, qui disaient l'anniversaire des 20 ans, je ne sais pas quoi, de leur gamin, et qui disaient, mais là, ils s'inquiétaient. Voilà. Bon. Autre question, j'avais proposé la création d'un groupe de réflexion sur les économies d'énergie. J'étais malade lors de la première réunion, mais je constate qu'on n'a pas eu de compte-rendu depuis. Je vais prendre la parole. C'est vrai que c'est moi qui ai animé la première, mais je veille régulièrement à la bonne température dans les locaux de la commune. Je ne suis pas toujours bien vu d'ailleurs, mais je souhaite en reparler à la prochaine commission bâtiment qui aura lieu. J'attendais que le budget soit voté, et donc on va en reparler à la prochaine réunion. On fera ça en mix, on mixera les deux réunions sur le même sujet. Dernière question, il y a régulièrement des oublis, des erreurs dans les listes de diffusion de mails. Ainsi, je n'avais pas reçu l'invitation pour le Sénat, dont j'ai appris l'existence par mes collègues. Loïc avait fait une très ancienne erreur sur mon adresse. Par exemple, j'ai aussi été oublié dans les convocations pour la commission finances. Peut-être nécessité de vérifier avec l'arrivée de M. de Gunten, mais aussi Claude m'a dit l'autre jour que lui non plus n'avait pas été invité à quelle réunion? À la dernière commission sport. Ah, écoutez, je vais passer le message au service. Après, moi, Loïc, par rapport à votre difficulté à vérifier, en fait, il avait mis les deux adresses, la mauvaise et la bonne. Donc, voilà, il m'a dit que normalement, vous deviez l'avoir. Après, écoutez, voilà, vos collègues vous ont prévenu, c'était déjà une bonne nouvelle. Maintenant, on fait tous des erreurs. Donc, oui, je vais demander au service d'être plus vigilant. Pas de souci. Loïc m'a envoyé un message depuis. Vous avez reçu mes questions. Très bien, mais écoutez, messieurs, dames, je vous remercie pour cette soirée. Oui, pardon. S'il vous plaît, je m'excuse, mais je ne l'avais pas posé en question parce que je ne l'avais pas vu. Je suis allé au Lila ce week-end voir quelqu'un. J'en ai profité pour aller voir un des représentants du Conseil de la vie sociale, un des usagers, parce que lors du premier Conseil social qu'on a fait, ils avaient vraiment bien préparé cette réunion et il y avait de fortes inquiétudes sur des travaux qui ont été demandés depuis très longtemps. Et on a eu l'impression que les travaux, quand ils étaient demandés de salarié à salarié, mais sans votre intervention d'un adjoint, ça ne faisait rien. Depuis, par exemple, il y a un problème de sécurité. L'éclairage à l'entrée, là, il ne marche pas depuis longtemps. Il n'est toujours pas réparé depuis cette réunion. À l'entrée, ça a été réparé, Monsieur Frison. Quand ça? Le détecteur de l'entrée de la résidence en soi, ça a été réparé. J'ai demandé à Monsieur Charrier la semaine dernière. Donc ça a été réparé. J'ai été voir un des représentants, il me dit que ça n'avait pas été fait. Parce qu'il y a la lumière du parking, par contre, qui ne peut pas pour le moment parce qu'il a un problème avec le fournisseur. D'accord. Okay. Voilà. OK. Mais c'est dans les tuyaux. Bon, juste pour répondre quand même par rapport à ça, que c'est toujours un petit peu compliqué pour les personnes de comprendre, mais la propriété du bâtiment n'est pas communale. C'est Sarthe Habitat qui est propriétaire et nous sommes bailleurs. Et donc, les locataires de la résidence des Lilas sont bailleurs de la commune qui est bailleur de Sarthe Habitat. Et donc, ça rend plus compliqué la gestion des travaux puisque lorsqu'une personne nous dit qu'il y a une difficulté, nous sommes obligés d'informer le propriétaire. L'exemple type, c'est l'ascenseur, c'était l'année dernière, où l'ascenseur est tombé en panne et où nous avons mis beaucoup de temps à la réparation, non pas parce que le propriétaire ne souhaitait pas le faire, tout simplement parce qu'on était dans l'incapacité de trouver la pièce. Et là, on se retrouve en difficulté majeure sur certains éléments de pièces électroniques, comme vous le savez bien, avec la guerre en Ukraine, etc. Rien
Rien n'est simple. Mais c'est vrai que ça augmente. Néanmoins, je peux vous dire que depuis que nous avons communiqué le numéro d'astreinte à la résidence des Lilas, au cas où il y a quelque chose, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un système de sécurité, donc ils appuient lorsqu'ils ont une difficulté. Mais on a mis aussi quand même le numéro d'astreinte et on les a régulièrement au téléphone pour un lavabo qui goûte, pour un petit peu de bruit dehors, etc. Je pense que ça les rassure aussi de pouvoir appeler quelqu'un et de pouvoir discuter avec la personne. On a eu ça à Céline le même week-end et la même personne. Mais voilà, je pense que la résidence des Lilas est à développer. Elle est avec la nouvelle maîtresse de maison qui est arrivée, notre nouvel agent, et je pense que les choses vont aussi s'améliorer rapidement. Mais oui. Non, mais là, en l'occurrence, c'est un problème de sécurité. Si quelqu'un se casse le col du fémur en entrant le soir dans le noir sur le trottoir, là, les gens ne se demanderont pas si c'est Sarthe Habitat ou je ne sais pas qui. Voilà. Après, parfois, les résidents ne nous le disent pas tout de suite non plus, mais en effet. Mais là, en tout cas, c'est réparé. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Pardon. Ça marche. Le C15 là, de l'ancienne responsable des Lilas, il va rester longtemps là-bas, non? La voiture là? Justement, c'est en cours. Normalement, elle doit partir. Ah oui, parce et que si elle ne part pas, c'est une amende. Oui, parce que ça fait quand même pas bien, ça. On est d'accord, mais j'ai demandé à ce qu'elle parte. Donc, normalement, cette semaine, elle devrait partir. Il faut faire venir Passenot. Non, mais il le sait. Il a voulu la mettre en route, elle ne démarre pas, mais il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Il faudra lui faire payer un nettoyage en dessous, sinon. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.